Un tabou masculin dans le tête-à-tête Europe Matin aujourd'hui. Quel est le point commun entre Bruce Willis, Jean-Michel Blanquer, et Zinedine Zidane? Vous l'avez compris, on va parler de calvitie. Un Français sur 4, un homme sur 3 après 65 ans. Et je vous l'apprends peut-être pour certains, c'est une grande souffrance sociale notamment. Mon invité Julien Dufresne-Lamy, écrivain et auteur de Anti-chute, une histoire de cheveux chez Flammarion. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Julien Dufresne-Lamy. Bonjour. D'abord, le mot qu'il faut interroger, c'est le mot tabou. Vous perdez vos cheveux à l'âge de 22 ans, vous en avez 33 aujourd'hui, et ce que vous décrivez, on va en parler, c'est une grande souffrance. Mais si un quart des hommes sont concernés, pourquoi est-ce que la calvitie est un tel tabou ? Alors ça, c'est une vaste question. Alors je ne sais pas si on peut parler de tabou, mais ça reste un complexe qui n'est pas légitime en fait dans les conversations. C'est souvent même un sujet de raillerie, de plaisanterie facile. Le type qui perd ses cheveux, c'est le bon copain sur lequel il est facile de taper. Je crois que on vit quand même dans une société assez patriarcale et c'est difficile encore de concevoir, de toucher à cette image de l'homme. L'homme ne peut pas vraiment parler de ses complexes. On va parler justement de cette question de l'image masculine, pour ne pas dire virile. Le calvitie, front dégarni, crâne rasé tout court. D'un point de vue médical, on parle d'alopécie génétique et qui touche principalement les hommes. Vous y voyez, vous, une atteinte à la virilité ? J'y vois une altération d'abord, une modification de l'image qu'on a de soi. Et je pense que c'est là la première des violences en fait. Et puis la fin d'une certaine jeunesse, quand on perd ses cheveux, quand on commence à les perdre à 20, 21, 22 ans, quand on est justement dans cette jeunesse-là, et qu'on comprend, qu'on réalise qu'on commence à vieillir, c'est le début des angoisses et puis on comprend à quel point c'est violent quand on sait qu'on vit dans une société quand même obsédée par l'image, par le paraître et par le jeunisme. Oui, mais alors certainement pour l'image, le paraître, le jeunisme, oui, on aurait pu penser que cette question capillaire était féminine. Si on est dans un cliché, je repensais à T'es une fille, t'as pas de shampoing, cette question des cheveux longs, cette question, il y a aussi tout un tas d'hommes qui s'assument complètement avec le crâne rasé. C'est une question de virilité quand même. Je crois que c'est une question d'identité, oui c'est ça. Donc évidemment le cheveu féminin dit la féminité, dit la beauté. C'est pourquoi, d'ailleurs j'en parle dans le livre, c'est pour ça qu'on tond les femmes depuis des siècles lorsqu'on les juge indignes ou coupables. Et à l'inverse, c'est la même chose pour les hommes. Évidemment que le cheveu est aussi un certain symbole d'une masculinité, d'un certain charisme, d'un certain aplomb, en tout cas de ce qu'on attend encore aujourd'hui d'un homme dans nos sociétés très virilistes. Alors dans le livre, on va suivre avec vous ce chemin jusqu'aux implants, jusqu'à l'opération. Mais d'abord, les premières chutes. Alors, aux premières chutes, moi je connaissais l'expression ramener la banlieue sur Paris. Les Japonais parlent de coiffure code barre. C'est ce que vous racontez, parce qu'on va chercher à masquer cette calvitie, bien sûr, c'est un processus. Vous explorez aussi la question des traitements. Et alors là, si on n'est pas concerné, qu'on ne connaît pas, c'est franchement effrayant. Selon les molécules, les effets secondaires, on parle de risque dépressif, de chute de libido. Oui, les effets secondaires de certaines. Enfin, il existe 2 médicaments pour effectivement pallier, endiguer cette chute-là. Notamment un médicament à base de finastéride, qui est une molécule effectivement assez forte, qui a des effets secondaires plutôt très controversés, état dépressif, même état suicidaire. Même après l'arrêt du médicament, certains effets subsistent chez certains patients. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Ce que ça trahit finalement que le risque pris avec des médicaments et de tels effets secondaires, c'est qu'on est prêt à tout finalement pour retrouver du cheveu, ou en tout cas pour endiguer cette chute. Je crois que oui. Après, évidemment, chaque parcours est différent, mais moi, pendant des années, j'avais mis de côté évidemment cette solution parce que je la pensais évidemment trop radicale et peut-être trop risquée. Mais ça dit à quel point finalement ce complexe qui paraît esthétique, qui paraît superficiel, qui paraît très trivial, peut venir abîmer intérieurement. J'accélère et j'arrive à l'idée de l'opération. Vous êtes allé en Turquie pour bénéficier d'une greffe. Bon, c'est très clairement une question financière. Combien ça coûte des implants ? En Turquie, ça coûte 3 à 5 fois moins cher qu'en France, donc c'est-à-dire entre 2 et 4 000 euros. C'est ce que vous avez payé vous en Turquie, et en France on est autour de 10 000 minimum, c'est ça ? Ouais. Dans le détail, ce sont 10 heures d'opération. Là aussi, c'est pas forcément évident, mais c'est alors le sacrifice derrière. Je regardais les contraintes en termes de régime alimentaire, de position du sommeil, et puis ça met du temps, ça repousse pas du jour au lendemain non plus.
Oui, il faut s'armer de patience. La repousse met environ 1 an à 1 an et demi, puisqu'il faut respecter en fait le cycle du cheveu. Quand on se fait implanter des greffons qui deviennent des cheveux, d'abord les greffons tombent, puisque c'est le cycle télogène du cheveu, et ensuite à partir du 3, 4, 5e mois, on gagne 10% de densité capillaire, mois après mois. C'était il y a combien de temps pour vous? Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Vous n'avez pas eu peur du voyage en Turquie? Je veux dire, si c'est 4 fois moins cher, c'est qu'il y a une raison. Non, j'ai pas tellement eu peur, parce que je voyais vraiment ce parcours comme ça capillaire comme déjà un voyage, et ce départ comme ça à l'étranger, finalement c'était mon dernier passage à l'acte, c'était ma dernière étape. Moi je veux qu'on arrive ce matin à mesurer ce que ça a pu représenter comme souffrance pour vous, comme pour d'autres, mais vous dites, et ça peut paraître choquant, hein, mais vous dites que vous attendiez votre greffe comme on pourrait attendre un don d'organe. Alors, évidemment, là, moi, comme je suis romancier, j'ai mis du symbole et j'ai mis évidemment de la dramatisation. C'est évidemment à prendre comme une métaphore sur le besoin et l'urgence que j'avais de venir justement corriger ces 10 années à avoir vécu dans une forme de honte et de désolation de ma propre image et de moi-même. Anti-chute, c'est votre livre, hein, un récit à la première personne. Vous dites avoir longtemps hésité à raconter votre histoire. Pourquoi? C'est la honte? Non, c'est un sujet qui paraît comme ça plutôt anodin, puisqu'on connaît tous des hommes dégarnis, des hommes chauves, et parler de soi quand on est un homme, c'est en tout cas de parler de ses vulnérabilités, de ces zones comme ça un peu fragiles, c'est souvent minimisé, parce que on considère encore aujourd'hui que l'injonction physique, il est beaucoup plus prégnant du côté des femmes, par exemple, ce qui est pas vrai. Enfin, les hommes ne sont pas au-dessus évidemment de leur rapport au corps. Je voulais dire socialement, exactement. Comment est-ce que ça se matérialise? Je veux dire, nous, pardonnez-moi, avec cheveux, on n'a pas l'impression d'ostraciser, de montrer du doigt les chauves dans la rue. Oui, il peut y avoir une vanne par-ci par-là entre copains, mais vous vous sentez, faut le dire, quoi, visé, regardé quand vous marchez dans la rue. Parce que c'est d'abord une sorte comment dire, d'affaire à soi, c'est une affaire intérieure, et je pense qu'effectivement, quand la peur, c'est une crainte du regard des autres. Quand on sait évidemment que moi, quand je croise aujourd'hui un homme dégarni, j'ai pas l'impression effectivement de le regarder de haut, de le regarder avec mépris, mais c'est comme toute affaire de complexe, c'est une affaire à soi. Je voudrais vous passer un petit extrait vidéo du comédien, réalisateur, l'humoriste Éric Judor, qui lance sa marque de cosmétiques. Alors il le fait avec sourire. Alors il est le crâne rasé, hein, Éric Judor, pour ceux qui ne le situent pas. Il le fait avec le sourire, mais il le fait vraiment. Tiens, écoutez. Je me suis rendu compte qu'on était les laissés pour compte, nous, dans les produits cosmétiques, nous les chauves. C'est-à-dire, il y a des crèmes pour les mains, crèmes pour le nez, crèmes pour les oreilles, crèmes pour l'après-soleil, l'avant-soleil, le plein soleil. Mais il n'y a pas de crème pour les gens qui ont la surface de peau la plus grande, en fait, du visage. C'est quoi l'idée de votre livre? D'en parler, de ne pas ignorer, peut-être rassurer ceux à qui ça arrive? Oui, c'est surtout de montrer finalement qu'on peut raconter la vie de quelqu'un à travers la vie de ses cheveux. Moi, j'avais envie de raconter, au-delà évidemment de mon parcours capillaire, de raconter aussi mon apprentissage, mon intimité, mon rapport amoureux, mon rapport à la famille, que finalement nos cheveux nous représentent et nous suivent toujours, qu'on soit homme, femme, quel que soit notre pays, notre religion, notre civilisation. Le cheveu, quand on regarde les cheveux de quelqu'un, on en apprend toujours un peu sur l'autre et sur l'altérité. Et on explore, oui, cette symbolique du cheveu. Ce livre, je le disais, témoignage à la première personne, mais c'est un livre d'auteur, l'auteur que vous êtes. Merci beaucoup, Julien Dufresne-Lamy, Anti-chute chez Flammarion. Merci 1000 fois. Un homme sur 4 concerné. Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. 7h54. Europe 1,